L'une des finalités des villes de demain, ce sera l'attractivité. Et pour y parvenir, il faudra apporter des réponses en termes de transport, d'énergie, de qualité de vie. Voici la vision de Christian Saint-Étienne, professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers. Ce que l'on observe au plan mondial actuellement, c'est qu'on parle d'attractivité économique, mais en réalité, l'attractivité, elle est multiforme. Quand des Américains ou des Asiatiques décident ou non de venir à Paris, ils regardent bien sûr les questions fiscales et sociales, ils regardent le potentiel de marché à moyen terme, mais ils vont poser la question, est-ce qu'il y a un lycée américain ou un lycée japonais? Ils vont se demander, mais est-ce qu'on peut trouver des logements qui vont nous permettre de vivre correctement, pas trop loin du centre-ville? Donc c'est une offre globale. Et de ce point de vue-là, ce qui est absolument décisif dans les prochaines années, c'est quelque chose qu'en France, on a eu du mal à aborder jusqu'ici, c'est qu'il faut donner l'envie de venir. Ce qui me semble absolument clé dans l'avenir, c'est cette notion de donner envie, qu'on n'a pas prise en compte jusqu'ici suffisamment en France. On considérait que la France était naturellement le pays le plus attractif du monde, la qualité de vie, l'intelligence française, forcément tout le monde voulait être à Paris, à Lyon, à Marseille ou à Strasbourg. Très bien, si ce n'est qu'entre-temps, ils ont fait des investissements phénoménaux à Shanghai, à Singapour, dans les grandes villes américaines. Le Grand Londres est devenu très attractif. Et donc, la vraie question, c'est comment on a des atouts, mais ça fait une vingtaine d'années qu'on ne les organise pas suffisamment, notamment parce qu'il y a des questions de gouvernance. Je pense que Jean-Paul Planchou le confirmera, mais je crois de mémoire qu'il y a 2000 communes sur le bassin parisien. Donc, à un moment donné, il va falloir se poser la question. Une des réussites du Grand Londres, c'est qu'il y a justement une institution du Grand Londres. Quand est-ce qu'on va se donner d'une capacité d'action? On parlait par ailleurs de schémas qui ont été créés dans le Grand Paris, le Grand Lyon, Strasbourg, Reims. Partout, on voit densification de la ville. C'est exactement ce qu'il faut faire. On sait que, qu'on le veuille ou non, la croissance durable exige densification et structuration au niveau de systèmes de transport collectif, sachant que cela même n'épuise pas la question. Il faut aller... Le concept d'écométropole de production, c'est un concept où il y a intégration par les capacités informatiques des transports privés et publics. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, dans très peu de temps, 3 ans, 5 ans, par les téléphones que nous avons tous dans nos poches, on dira je suis au sud de Reims à 5 km, je veux aller au nord, comment je combine transport individuel et collectif? Et l'ordinateur vous répondra à tel endroit, à tel moment, vous prenez telle connexion de tramway. Ensuite, vous récupérez un véhicule électrique à tel endroit, vous faites tel transport, on vous réserve une place à l'arrivée, vous avez le numéro sur votre écran et vous allez laisser votre voiture électrique et vous rebondissez dans un autre morceau de tramway. Donc cette intégration, co-intégration des systèmes de transport privés et publics, c'est ce sur quoi nous devons tous travailler ensemble et il faut réussir et la co-intégration des systèmes de transport privés et publics et la co-intégration de la production et de la qualité de vie. Donc si vous voulez, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité absolue et si on veut préparer la France des années 2025-2030, il faudrait avoir des schémas intégrés, cohérents, qui soient d'ailleurs intégrés et cohérents au niveau de l'ensemble français. Si on dit qu'avec les 3 grands réseaux de métropoles qu'on évoquait, les 3 grandes métropoles de la colonne vertébrale du Havre à Marseille, les 15 autres métropoles et une cinquantaine de métropoles de développement, on a à peu près 75 métropoles sur lesquelles on devrait travailler. Dans l'absolu, si demain on se mettait d'accord au-delà des divisions politiques pour dire c'est la seule façon de permettre à la France de rebondir, il faudrait qu'il y ait par exemple un projet national où dans les 2 à 3 années qui viennent, on fasse 75 projets de développement intégrés autour d'un projet national et dans le cadre d'un projet national. Et on le voyait bien sur le film sur le Grand Reims, c'était une co-intégration avec la dizaine de villes qui sont dans le périmètre. Et il faut faire ça au niveau national. Et c'est ce travail, il est absolument décisif. C'est sur le sujet du développement durable que Jacques Bigot, président de la communauté urbaine de Strasbourg, appuie le discours de Christian Saint-Étienne en parlant de gouvernance de proximité. Le développement durable ne pourra se faire que s'il y a un nouveau modèle de gouvernance et qui soit une gouvernance de proximité. J'aime beaucoup ce que les jeunes ingénieurs ont dit, c'est-à-dire que la question demain sur la gouvernance métropolitaine, c'est certes les transports, mais ça, je dirais que c'est derrière nous. La logique est déjà entamée.
c'est les questions énergétiques. Si on veut développer les énergies renouvelables et si on veut du mix énergétique, ça ne pourra se faire que par une gouvernance territorialisée. C'est évident. La question des traitements des déchets va être majeure. On sait qu'on en produit toujours plus. Comment est-ce qu'on va faire pour traiter ces déchets et essayer de retrouver par le traitement des déchets des solutions aussi qui vont permettre de produire de l'énergie. Et de ce point de vue-là, je dis aux jeunes ingénieurs qui sont là, aux étudiants, il y a des champs extraordinaires de réflexion et de développement. On est en train de travailler sur la manière de pouvoir récupérer la chaleur qui se trouve dans les réseaux d'assainissement pour pouvoir apporter aussi une contribution calorifique. C'est tout à fait intéressant. Mais ça ne peut se concevoir, de même que la géothermie profonde, quand vous avez la chance d'avoir, chance ou malchance, sur la vallée rhénane, on a de vraies failles sismiques. C'est pour ça qu'on a demandé que Fessenheim soit fermé, parce que Fessenheim est sur la faille. Mais en même temps, c'est une chance, parce que ça permet de chercher de la géothermie profonde à 4 km de profondeur et de récupérer cette énergie. Mais cette énergie, vous n'en faites pas profiter la France entière, vous n'en faites profiter que le territoire. Donc la gouvernance, elle doit être aussi là-dessus. Et c'est évident que le développement durable passera naturellement par plus de démocratie territoriale. On sait très bien que quand on s'inscrit dans un plan climat ambitieux, on l'a fait dans notre communauté urbaine, ça peut se faire qu'en associant toutes les communes, tous les habitants, y compris dans leurs pratiques quotidiennes. Leur faire comprendre que l'usage des transports, c'est économiquement et écologiquement plus intéressant. Faire comprendre demain, je m'adresse aux spécialistes du bâtiment, construire les bâtiments BBC est une chose, mais on a tout le parc urbain ancien, ça sera le plus important. Or, de ce point de vue-là, travailler sur le développement de réseaux de chaleur peut être tout à fait intéressant. Et c'est dans ces réseaux de chaleur que l'on inclura le mix énergétique. Donc je crois que ces gouvernances sur les écométropoles, elles sont fondamentales, mais l'acte 3 de la décentralisation, à mes yeux, ça ne devra plus être du centralisme, et surtout pas un centralisme régional, ça devra être de la coproduction. Et les pôles métropolitains, si ça peut fonctionner, c'est ça. Je pense que Reims ne va pas dominer toutes les villes qui sont autour. Strasbourg est dans un pôle métropolitain avec Mulhouse, parce que nous sommes les deux agglomérations de la région Alsace. Ben, c'est évident qu'il s'agit de collaborer, de produire ensemble cette métropole de demain. Chez nous, sur cette France qui ne connaît pas les grandes métropoles comme ça peut exister en Allemagne, etc., elles n'existeront que par une capacité de collaboration et de coopération, et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Pour Henri Quénard, premier adjoint au maire de Reims, la désindustrialisation appelle parfois à se poser la question de l'utilisation des friches industrielles. Il fallait mettre fin à cette espèce de ville archipel qui se construit par plaques sans véritablement de réflexion d'aménagement d'ensemble. Et donc l'idée a été de lancer cette étude assez large avec 3 équipes pluridisciplinaires qui ont travaillé à travers un marché de définition et qui ont fait un certain nombre d'orientations de développement du territoire. Parmi lesquelles, eh bien, l'économie d'utilisation du foncier pour que la ville soit davantage intense et qu'elle se reconstitue sur ses franges. Et en particulier à l'intérieur de ces friches qui sont, malheureusement, suite à la désindustrialisation de la ville, laissées un petit peu en jachère. Et donc sur lequel nous avons conduit un certain nombre de projets, d'écoquartiers, le tramway, vous avez eu la gentillesse de le mentionner, pour faire en sorte que derrière, eh bien, comme le disait M. Saint-Étienne, c'est que nous sommes sur une période difficile, c'est le moment finalement de se poser toutes les questions que nous n'avions pas eu l'occasion de faire par ailleurs et de se donner eh bien, un nouveau rebond. C'est le sens de la démarche que nous avons engagée à Reims à travers ces reconversions de sites, mais en même temps en se disant que l'échelle, puisque en tant que travail autour de l'écométropole, l'échelle, elle est variable, c'est-à-dire c'est l'échelle du quartier à travers la ville des proximités, c'est l'échelle du développement de l'agglomération, mais c'est aussi l'échelle du pôle métropolitain avec notamment ce partenariat construit autour de 10 grandes villes sur le bassin de vie de Reims qui demain, potentiellement, grâce au réseau de transport, grâce à des projets partagés, eh bien, permettra de développer un vrai pôle métropolitain eh bien, dynamique à côté de Strasbourg, à côté du sillon lorrain et puis naturellement à côté du Grand Paris. Il ne faut pas oublier que les différentes régions devront travailler ensemble, notamment celles qui se rejoignent sur une métropole. La question des échelles du quartier, de l'agglomération, du pôle métropolitain,
elle est essentielle dans cette démarche. Et il se trouve que sur le projet du pôle métropolitain rémois, on est sur 10 villes, mais sur 2 régions. Et donc là, l'une des difficultés qu'on va avoir, c'est est-ce que le découpage administratif, institutionnel, tel qu'il est aujourd'hui dans notre pays, est compatible au développement des éco-métropoles que vous évoquez, parce qu'à un moment donné, on se retrouve aussi à des échelles de territoire où là, on a des réalités de bassin de vie qui entrent en compte et qui ne sont pas forcément en adéquation avec un découpage administratif institutionnel où l'identité n'est pas forcément aussi forte que dans d'autres régions, comme par exemple la région Bretagne. Mais quelle est la place de l'État dans tout cela? Pour François Poupart, du ministère des Transports, la conjoncture difficile et les investissements en diminution ne doivent pas empêcher d'avancer. D'ailleurs, la question n'est pas forcément de créer des infrastructures supplémentaires, mais plutôt de les améliorer. La vraie question, c'est comment optimiser nos systèmes. Fondamentalement, on ne va construire dans les prochaines années que quelques pourcents d'infrastructures nouvelles. Et les infrastructures de transport, nous les avons déjà. Et donc la vraie question, c'est comment les ajuster, comment les optimiser, comment faire passer plus de voitures sur les routes, plus de trains sur les rails, plus de métros dans les tunnels. Parce que si on n'arrive pas à faire passer plus de métros, il faudra construire de nouveaux tunnels. Et peut-être on n'aura pas assez d'argent pour construire de nouveaux tunnels. Et on attendra encore 30 ans et on aura encore des transports complètement congestionnés. Et du coup, la question, c'est une vraie question d'ingénieur. C'est-à-dire, j'ai un système, comment je l'optimise ? Comment je l'optimise au plan économique, au plan du flux, au plan du fonctionnement, au plan écologique aussi. Une ville, elle existe, et encore une fois, on ne va pas changer la ville d'un claquement de doigts, ou alors c'est des grands rêves d'aménageurs. Et puis, deuxième idée, on travaille beaucoup, on a beaucoup travaillé dans les temps passés sur la question des grands projets, mais il y a aussi la question du patrimoine. Le patrimoine en matière de transport, on le connaît bien, c'est le patrimoine ferroviaire, routier, etc. Il y a quelques années, 3 ou 4 ans, on s'est réveillé, on s'est dit mince, on avait oublié d'entretenir le patrimoine ferroviaire. Et tout d'un coup, quand on n'entretient pas un patrimoine, du jour au lendemain, il s'écroule. Voilà. Et on ne peut plus l'utiliser, on ne peut plus faire rouler les trains. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire comment avoir une politique d'entretien du patrimoine et d'évolution de son exploitation pour l'optimiser tout en le respectant et en faisant en sorte que du jour au lendemain, on n'ait pas des ponts qui s'écroulent, on n'ait pas des routes avec des ornières, etc. Et tout dernier point, en matière de fonctionnement de nos agglomérations et de fonctionnement métropolitain, je pense qu'on a une vraie question qui est devant nous, qui est à 5 ans, qui est la question de comment financer le fonctionnement des systèmes, en particulier des systèmes de transport. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, là je viens de le faire, sur comment financer les projets, mais aujourd'hui, notre vraie question, c'est comment financer l'exploitation des systèmes. On le sait, les systèmes de transport urbain sont des systèmes structurellement déficitaires, mais aujourd'hui, ils le sont doublement. C'est-à-dire que le tarif, plus les taxes affectées, je pense au versement de transport, plus les contributions des collectivités locales qui sont elles-mêmes confrontées à des difficultés budgétaires considérables, eh bien, ce système ne permet plus de financer l'augmentation de la fréquentation de nos systèmes de transport. Et donc, à 4 ou 5 ans, il va falloir commencer à payer des emprunts. Toutes les collectivités locales ont investi sur des tramways, des métros, etc. Il va falloir commencer à rembourser les banques. Et on va devoir faire des choix, augmenter les tarifs, ou augmenter les impôts, ou augmenter les versements spécifiques adossés aux entreprises, et donc encore aujourd'hui adossés au travail, ce qui pose des questions par ailleurs. Ce sont des questions redoutables, et je crois que là aussi, les économistes et les ingénieurs ont toute leur place pour chercher à apporter des réponses.